Et bonsoir les factieux, merci de me rejoindre sur Amoral Politique. Ah, vous avez vu? Magnifique. Petite tasse, rappel factieux. Pensez à en prendre une dans la boutique, j'ai mis le lien. Alors, merci de me rejoindre après cette semaine de pause. Aujourd'hui, on a un menu un tout petit peu plus léger que d'habitude. Mais pas forcément plus digeste, hein. Vous allez voir, c'est chargé. C'est court, mais c'est chargé. Au sommaire, on commence par notre Sandrine Rousseau nationale qui est encore critiquée. Donc on va voir ce qui fait réagir, on va voir les critiques, on va voir les critiques des critiques, on va voir les critiques des critiques des critiques, bref, une poupée russe de critiques. Et bon, parce qu'on est là pour ça, on va en rajouter une couche. Derrière, il y a la mise à niveau des luttes, il y a l'Europe qui s'en mêle un peu, qui nous fait des bonnes petites conneries. On va aborder quelques sujets à propos de l'Europe. On va voir que l'hydre européenne, c'est peut-être le pire ennemi de notre démocratie et de notre liberté d'expression. On va voir une critique de la police, un petit fil Twitter que j'ai pu dégoter, et on va le lire. Puis on sera pas gentil, on va le critiquer très fort aussi. Vous prendrez un Doliprane à un moment parce que ça va parler contrat social, ça va être un peu technique, un peu tendu, mais normalement ça va. Et on va finir sur quelques petites infos que j'ai pas vraiment pu traiter à leur juste valeur, mais dont on parlera probablement plus en détail dans les prochaines semaines. Ou alors c'est des infos qu'il vous faut, et vous êtes là pour les écouter. Bon, maintenant que le sommaire est fait, vous prenez votre oreiller ratel factieux pour hurler dedans, dans la boutique aussi, un seul vomi si vous êtes sensible, et puis c'est parti pour l'émission. Notre premier sujet, c'est Sandrine Rousseau et les 60 degrés en Espagne. Vous l'avez peut-être vu, je vais pas vous le mettre tout de suite, vous l'avez peut-être vu, mais en fait Sandrine Rousseau avait tweeté que l'Espagne, il faisait 60 degrés, que c'était incroyable et pas possible. C'est plus tordu que ça. Mais on commence simplement par le fait que la raison pour laquelle elle a tweeté quelque chose d'aussi con, et on va voir les critiques plus tard, c'est probablement parce que elle a une plainte aux fesses. Élection de Sandrine Rousseau aux législatives de 2022, une plainte a été déposée contre X pour inscription sur la liste électorale au moyen d'un faux certificat. Voilà. Et donc résultat, son tweet, c'est la technique, une méthode bien connue en politique, la technique du chat mort. On rappelle le principe, si vous êtes dans la merde en politique ou dans une discussion, balancez un chat mort sur la table et plus personne ne parlera de ce qui vous gêne, mais tout le monde parlera du chat mort. C'est aussi un truc que... comment il s'appelle Pasqua faisait très fort. Quand vous avez une affaire qui vous concerne, vous ajoutez une affaire dans l'affaire, puis une autre affaire dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire, et au bout d'un moment, plus personne n'y comprend rien. Là, ce que Madame Rousseau a fait, c'est sortir ce tweet. Il fait 60 degrés en Espagne. 60 degrés. Ah. Des milliers de gens lui ont répondu pour dire que c'était con. Mais des milliers, hein, il y a... Vous voyez 6 millions de vues, il y a 2000, plus de 2000 quotes, tweets cités. Pour répondre en général quelque chose comme ceci. C'est la température au sol. Le réchauffement climatique est un sujet sérieux étudié par des milliers de scientifiques dans le monde. Il mérite des représentants politiques qui savent de quoi ils parlent et qui ne ridiculisent pas avec des propos imprécis et maladroits. Ça, c'est pour le premier truc que j'ai pu vous montrer. Mais le deuxième... Il manque des éléments importants du contexte. Cette mesure prise par cet élu donne une information à la température de la surface du sol. Elle peut être de 15-20 degrés supérieure à l'air suivant, le type de sol et sa couleur. Il n'a jamais fait 60 degrés en Espagne. Insensé. Autant le premier tweet cité, c'est un débunker, c'est pas quelqu'un qui a une grande formation en termes scientifiques, c'est quelqu'un qui essaie de... Ouais, je pense qu'elle a fumé un peu. Mais c'est quelqu'un qui a
pas une formation scientifique ultra solide. Il a des formations, mais c'est pas dans ce domaine-là. Autant le deuxième, le docteur Serge Zaka, docteur Sarge, lui, il est agrométéorologue. Il tweet et il parle régulièrement du réchauffement climatique avec des données sourcées, comme ça. Je vous lis pas tout le truc, mais vous voyez, là, il parle de tout ce qui se passe, de ce que ça va impacter. Il est sérieux dans son travail. Pareil ici, il arrive et il parle de la température en Chine, des records qui vont être battus, notamment dans la vallée de la mort, enfin qui pourraient être battus dans la vallée de la mort, le record mondial. Et qui a, donc, vous voyez, 54 degrés, à 60. Eh ben, comment dire, ce chercheur, on ne peut plus sérieux, on lui a fait une critique sa critique de Sandrine Rousseau, en lui disant qu'il serait misogyne. Voilà, c'est pas votre critique n'est pas factuelle, c'est pas non, c'est vous seriez misogyne parce que vous critiquez une femme. Alors qu'il arrive derrière et que Quand je contredis pour les mêmes raisons, ah ben, je suis aussi misogyne. Mais voyons, et puis quoi encore? On doit se laisser parler n'importe comment, on doit laisser parler n'importe qui et ne plus rien dire. Ce ne sera jamais mon cas, vous ne me ferez pas taire. et là, on entre dans un des cœurs du problème de ce buzz, de ce truc à la con, puisqu'il faut le dire ainsi. Un des problèmes, évidemment, c'est le fait qu'elle se serve de ça pour faire oublier les affaires qu'elle a aux fesses, ou qu'elle aurait aux fesses. Et l'autre problème, c'est que on a une impossibilité de faire une critique d'une personnalité parce qu'elle serait, une critique d'une personnalité de notre bord politique ou d'un bord opposé, parce que il y aurait une raison qui ferait que on ne peut pas la critiquer. Pas une bonne raison, juste une raison. Genre, c'est une femme, donc si vous critiquez, vous êtes misogyne. Si c'est un descendant d'immigrés, un immigré de première, deuxième, troisième génération, tout ça, si vous faites une critique de ce qu'il dit, vous êtes raciste. Sauf dans certains cas, évidemment, vous pouvez les traiter d'arabe de service ou de N-word de maison. Là, ça pose pas de problème. Ou si c'est quelqu'un qui est militant LGBTQ+, pardon, et bah, vous êtes homophobe, lesbophobe, voilà, transphobe, tout ce que vous voulez phobe. Et le fait de critiquer cette personne, même si elle dit la plus grosse connerie du monde, et bah voilà, c'est parce que vous êtes mauvais, vous êtes l'horreur quasiment, le nanisme, comme dirait notre ami Zemmour, hein, mais voilà, c'est pas que votre critique est argumentée, c'est pas que votre critique est solide et cohérente et pertinente, hein, non, c'est que vous êtes un horrible personnage. Ou une horrible personnage, si vous êtes une femme, il n'y a pas de souci, de ce côté-là, ça ne vous protège pas. Si vous êtes critique de quelqu'un qui est, mettons, à gauche, pour Sandrine Rousseau, mais ça marche un peu aussi à l'extrême droite, ils n'ont pas le droit de critiquer entre eux, ou au centre, ils n'ont pas le droit de se critiquer entre membres du gouvernement et autres. Si vous critiquez, même si vous avez des très bons arguments, c'est pas parce que vous avez des très bons arguments que vous avez raison. C'est parce que vous avez tort, parce que l'autre a toujours une raison de ne pas être critiqué. Et ça fait juste une chose dans le débat. Et bah, ça fait en sorte que votre combat, peu importe où vous êtes, votre combat est décrédibilisé. Parce que même s'il y a des très bons arguments et qu'il faut revoir la position, eh ben non, on ne lâche pas la position, elle est là, elle ne bouge pas, et puis on s'en fout. C'est quand même relativement con, hein, je vous assure, enfin, je suis très sérieux à ce niveau-là, c'est très con comme point de vue. Parce que, à mon sens, si vous voulez bien défendre votre combat,
eh ben, vous devez faire une critique des gens qui disent n'importe quoi. Même s'ils sont dans votre camp, vous devez en faire une critique. Une critique argumentée, une bonne critique, mais vous devez en faire une. Bah, c'est pas le cas, hein, actuellement. C'est vraiment pas le cas. Et il y a des gens, bon, j'ai pas pris le tweet parce qu'il l'a mis un peu en cachet, mais il y a Usul qui a fait ouais, non, mais j'aime pas comme telle personne parle de Sandrine Rousseau. Est-ce qu'il faut enfin, est-ce qu'on l'aime ou est-ce qu'on l'aime pas? Parce que il citait Bon Pote qui lui parle de plein de choses aussi sur Twitter. Il me semble que c'est une chaîne YouTube aussi. Mais il est en mode ouais, non, mais on l'aime ou pas celui-là? Parce que j'aime pas comment il parle de Sandrine Rousseau. Ouais, mais en fait, si on doit parler, si on doit critiquer Sandrine Rousseau pour des bonnes raisons, on la critique en fait. Si bien que Usul actuellement a caché est en tweet protégé. On ne peut plus accéder à son compte. Sauf quand on est abonné déjà à son compte. Vu que j'ai 45 comptes Twitter, j'en ai forcément un ou deux qui sont abonnés à son compte. Donc je vois ce qu'il dit. Bon, il s'est pas remis en question, hein. Il était en mode non, mais il l'a critiqué, c'est pas, enfin, c'est un connard, etc. Enfin, il a pas dit connard, mais il l'a sous-entendu très fort. Et donc, résultat, actuellement, la position, c'est on ne fait pas de critique de quelqu'un dans notre camp parce qu'il faut pas en faire, alors que ça va décrédibiliser notre camp. Mais il faut pas en faire de critique. Non, jamais. Et si l'adversaire fait une critique et qu'on rejoint son point de vue, eh ben, rejoindre le point de vue d'un adversaire, même s'il dit quelque chose d'intelligent et de cohérent, eh ben, c'est un coupable de crime pensé à la 1984. On va en reparler plus tard, hein. Il y en a un qui s'est fait choper comme ça il y a pas longtemps. Mais ce n'est pas que l'adversaire peut avoir une critique constructive et que ce soit cohérent, qu'on peut juste être d'accord avec lui. Non, non, c'est quelqu'un qu'il faut absolument virer de nos contacts. Ou dire que c'est un dangereux connard d'extrême gauche, d'extrême droite. Vous connaissez le principe ici, on ne prend pas de parti, hein, on tape sur tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, si quelqu'un dans votre camp dit une connerie, vous êtes obligé de le suivre. Et si quelqu'un dans le camp adverse dit quelque chose d'intelligent, vous n'avez absolument pas le droit de dire que c'est intelligent. La chasse ouais, tout à fait, la chasse aux sorcières. Et comment dire? Il y a un autre problème à cette affaire, c'est que ça fait oublier des critiques que Sandrine Rousseau peut faire et qui sont constructives. Et il y en a d'ailleurs, elle en a fait une il n'y a pas longtemps, et il faut la féliciter. Elle a fait une critique constructive. Parce que là, vous voyez, c'est 5 parmi les derniers titulaires de la Légion d'honneur. Bon, on a des gens de très grand honneur, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Jean-François Copé, évidemment, de Villepin, bon, ça fait longtemps qu'il a plus trop fait de conneries, et puis c'est quelqu'un quand même qui, en 2003, a eu une position relativement solide face aux États-Unis. François de Rugy, on n'en parle même pas, hein, il y a un épisode de Lancaster dessus. Et le dernier, Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. Le niveau de cynisme, de déni climatique, de sentiment de toute puissance, d'impunité du président de la République est absolument incroyable, a ainsi tweeté la députée Sandrine Rousseau. Voilà, Sandrine Rousseau qui critique le fait que quelqu'un qui fait totalement l'inverse de ce que demande le changement climatique, eh ben, elle dit que c'est une connerie de lui remettre la Légion d'honneur. Et c'est une bonne critique. Quelqu'un qui est... Enfin, ça va dans son combat, c'est assez factuel, c'est sourcé ensuite sur le reste de l'article, voilà, c'est une bonne critique. Et au lieu d'arriver et, comment dire, elle aurait pu dire... comment faire un exemple? Elle aurait pu prendre ce tweet et mettons sa plainte pour faux certificat, enfin inscription sur liste électorale au moyen d'un faux certificat. Elle aurait pu dire, vous voyez, j'ai fait ce tweet, on essaie de me salir à côté, en plus c'est fallacieux la manière dont on m'attaque, ce qui n'est pas forcément faux, vous n'avez pas besoin d'habiter
là où vous êtes élu quand, enfin pour un poste de député. En tout cas, ça se défend. Mais elle aurait pu faire quelque chose comme ça, en mode je fais oublier mon histoire avec une affaire, enfin avec une critique constructive. Mais non, là, elle fait oublier sa plainte contre elle enfin contre elle, c'est plainte contre X, mais elle fait oublier la plainte qui pourrait la viser par une connerie absolue, et elle continue dans sa connerie absolue plutôt que d'essayer d'utiliser ça de manière positive. C'est quand même, c'est quand même complètement con. Elle avait vraiment un tapis rouge pour utiliser bien son bad buzz, et non. Non, elle a décidé d'en faire n'importe quoi. Elle aurait remonté sa crédibilité, mais non. Elle est juste encore passée pour n'importe quoi. Et elle a des soutiens qui sont à peu près de ce niveau-là. J'ai évidemment, j'ai été obligé de masquer le nom de cette personne parce que c'est quelqu'un qui est habitué à mal prendre quand on la cite et qu'on met son nom quelque part. Donc voilà. Mais là, le truc, c'est non, mais si des gens attaquent Sandrine Rousseau, c'est parce que ce sont des réacs, les médias, vous êtes à la botte de l'extrême droite parce que vous critiquez Sandrine Rousseau, c'est terrible. Non, ils critiquent Sandrine Rousseau parce qu'elle a dit une connerie. Pas parce que ce sont des réacs, ou alors la France entière est peuplée de réacs, hein, mais et n'est peuplée que de réacs, à part une toute petite partie de la population et de militants. Mais là, c'est non, si vous la critiquez, c'est que vous êtes des réacs. Si vous la critiquez, vous êtes d'extrême droite. C'est quand on est dans le domaine de la politique, c'est une erreur de faire ça. Parce que tout le monde a vu que c'était une connerie. Il y a plus enfin, ça se voit quand on se prend un bad buzz sur Twitter, hein, il y a plus de tweets cités que de likes, il y a plus de commentaires que de likes. Là, c'est le cas. Et les gens arrivent et font non, c'est une connerie ce qu'elle dit. Mais là, la défense, bon, bah, c'est une défense en bois. Et non, mais on est l'attaquer, c'est que vous êtes misogyne ou d'extrême droite. Bah ouais, mais comme on l'a dit plusieurs fois ici, traiter tout le monde de misogyne, d'extrême droite, etc., alors que c'est pas le cas, ça fait juste perdre la puissance du mot. Et à partir de là, ce qui avant pouvait être un repoussoir n'est plus que quelque chose dont on affuble à peu près tout le monde 90% du temps. Oh. Et puis c'est relativement malhonnête hein, d'arriver à dire que c'est l'extrême droite qui attaque, enfin que c'est que des gens d'extrême droite qui attaquent Rousseau. Il y a plein de gens de gauche qui l'ont fait aussi. Ah. Après, Rousseau a essayé de se défendre du problème. Je sais, oui. Ouais, mais non. Comme le dit ce militant, visiblement qui est très emmerdé que Rousseau ait instrumentalisé n'importe quoi, n'importe comment. L'extrême droite fait exactement la même chose avec les chiffres de l'immigration. On lance dans l'espace public un chiffre que l'on sait faux dans le but de créer une polémique et de se faire inviter pour en parler. Cette pente me semble dangereuse pour la démocratie. Moi, elle me semble dangereuse pour la science et pour le débat scientifique dans le cadre général. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, mais pour moi, le problème, c'est effectivement que les gens arrivent et balancent des conneries, que ce soit de gauche ou de droite. Quand il y a une connerie qui est citée, c'est ça qui est dangereux pour notre liberté d'expression. Heureusement, il y a des gens qui ont fait d'autres critiques du même genre et qui font part un peu de leur désappointement. Et c'est pas forcément des gens qui sont habitués à faire des gros trucs comme ça, à prendre position contre des gens de gauche. On a Vincent Filbustier qui, lui, a fondé le Gorafi il y a quelques années et qui a une boîte pour parler de l'esprit critique et de la désinformation. On est dans une époque qui se permet tellement d'accusations. Il faut voir le dernier épisode de Nota Bene pour voir qu'autrefois on pouvait finir au tribunal pour diffamation pour une simple insulte concernant une hypothétique. Ouais, non, mais
Après, ça aussi, nota bene, il y a des critiques à en faire, mais on les fera pas ici puisque c'est pas le lieu, on parle de politique, mais voilà. Mais voilà, il y a les gens qui sont à gauche et qui disent: «Oui, mais en fait, la désinformation, c'est pas dans notre camp». Bon, le problème, c'est que la désinformation, c'est dans tous les camps et c'est un peu se mettre des œillères de dire, c'est réservé à un coin. On a aussi, la tronche en biais. Quand les politiques nous expliquent tranquillement qu'ils ont une raison de mentir, on comprend que assumer n'est sans doute pas une vertu cardinale. Mais oui, le fait que, les politiques arrivent et disent: «Ouais, non, mais je vous mens pour une bonne raison», ça fait penser à une certaine citation: «On a le droit de faire touche pipi à l'histoire si c'est pour lui faire de beaux enfants», hein. Mais ça, c'était dans le cadre littéraire. Dans le cadre de on veut paraître crédible et parler de science, bah, en fait, on fait pas touche pipi à la science, même pour lui faire des beaux enfants. Surtout dans un cadre où ça va s'orienter dans votre sens à vous. La science, on l'utilise telle quelle et on assume telle quelle ce qu'elle dit. On n'essaie pas de dire: «Oui, mais en fait, je prends ça et je prends pas ça». Ou alors j'exagère ça pour, mieux défendre ça. C'est soit on est factuel, soit, si on ne l'est pas, on va pas s'étonner que le voisin ne soit pas factuel non plus. C'est ça le truc, c'est que soit si on est factuel, on peut arriver et critiquer le fait que les autres ne le soient pas. Si on arrive et qu'on fait n'importe quoi avec la science, eh ben, on n'est pas vraiment enfin, on est vraiment le dernier des connards à pouvoir dire: «Non mais, je suis pas factuel, mais vous l'êtes pas non plus et il faut pas que vous soyez pas factuel, moi j'ai le droit par contre». Toujours le problème de double standard. Quand on arrive et qu'on demande aux autres d'être factuels, eh ben, il faut l'être aussi. C'est le truc de base. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là de manière extrêmement claire et précise, peut-être pour un short YouTube qui sortira un jour. Si vous tenez à être pris au sérieux dans vos combats et qu'on prenne vos combats au sérieux, eh bien, il faut le défendre sérieusement. Ça s'appelle pas le culot, c'est stratosphérique le culot. Ouais, ouais, ouais. Bah là, c'est un taux de culot stratosphérique, puissance macroniste. J'ai pas d'autres termes là. Maintenant, on va parler de l'hydre européenne. D'habitude, je parle pas trop de l'Union européenne, hein. Là, vous allez comprendre à quel point j'étais obligé d'en parler. Et ce truc est juste le pire ennemi de notre démocratie actuellement. Quand on voit qui est à la tête, comment ils sont. Le Mont-Saint-Michel. Non, pas le Mont-Saint-Michel en Bretagne, hein. Ça, à la limite, c'est juste ils sont en mode je vous balance une crotte de nez et puis vous allez rien faire. En même temps, une révolte de Normands, ça effraie plus grand monde. Mais non, non, un vrai truc là qui pose problème. Mais effectivement, l'Union européenne a dit que le Mont-Saint-Michel était en Bretagne. Ça réjouit beaucoup mon côté breton, mais de l'autre côté, si c'est l'Europe qui le dit, il y a un moment, cassez-vous, on n'a pas besoin de vous pour s'engueuler avec les Normands, allez vous faire foutre. On le fait très bien sans vous. Et en plus, avec les Normands, bon bah, une fois qu'on a commencé à parler de cidre et à goûter pour savoir lequel était le meilleur, ça se passe très bien, hein, vous inquiétez pas. Mais non, on parle pas du Mont-Saint-Michel là. On parle d'un commissaire européen qui a déclaré quelque chose de, comment dire, au minimum, c'est effrayant. À partir du 25 août, les réseaux sociaux devront effacer les appels à la révolte instantanément sous peine d'interdiction d'exploitation sur l'ensemble du territoire. Mais on garde Thierry Breton, commissaire européen. Ah là. Le hic de cette déclaration, c'est que ça fait doublon avec quelque chose qui avait été proposé il y a quelques années, qui était la loi Avia. À cette époque, la loi Avia disait oui, les appels à la haine devront être censurés dans les plus brefs délais par les plateformes. Et ça avait été déglingué par le Conseil constitutionnel qui avait dit oui, mais en fait non, vous allez pas, les réseaux sociaux pourront pas se substituer aux législateurs. C'est le juge qui est
qui est pertinent pour pouvoir dire si le propos est problématique ou pas, si le propos est un danger pour la démocratie, si le propos est violent, si le propos... Ça, c'est le législateur qui le dit, c'est pas les réseaux sociaux. Et donc, vous avez l'Union européenne qui arrive et qui va vous dire « Ah non, mais là, on passe au-dessus d'une décision d'un État souverain et puis on l'applique partout. » Là, c'est les appels à la révolte. Cet homme est simplement un criminel. La liberté d'expression est garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de la Constitution de la France. Le contrôle ne peut être qu'à posteriori et réalisé par un juge. La loi Avia qui prévoyait le contrôle, a priori, a été annulée pour cela par le Conseil constitutionnel. Et voilà que ce type, élu par personne... Évidemment, les commissaires européens ne sont élus par personne. Ça aussi, on va en parler, bordel. Élu par personne sur une loi européenne de censure, a priori. Et aucun des journalistes l'armant devant lui ne réagit. C'est absolument effarant. Il faut absolument et rapidement chasser ces jeux. Là, je peux être que d'accord. Bon, Régis de Castelnau, je ne dis pas que je suis d'accord avec lui tout le temps ou que je suis contre lui tout le temps. J'ai juste que là, l'analyse, elle est bonne. Effectivement, ça a été retoqué par notre Conseil constitutionnel. Et maintenant, l'Europe voudrait nous l'imposer. Bon, bah, comment dire, ça va mal se passer. Surtout que, comment dire, il faut que j'arrête de dire comment dire, évidemment. Mais surtout, en France, le côté appel à la révolte, c'est tellement une base que pendant quelques temps, c'était notre article 35 de la Constitution, 1793. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans le gouvernement des droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple, pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc, en France, l'appel à la révolte, c'est même pas quelque chose qui est mal vu. C'est un truc qui a fait notre démocratie, c'est un truc qui a fait notre République. Et aujourd'hui, l'Europe arrive et dit parle bien devant ton micro lors des effets. D'accord. Donc je vais le faire sans effet, comme ça ce sera peut-être utilisé à nouveau. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand le peuple viole les droits du peuple, quand le gouvernement viole les droits du peuple, je vais reprendre depuis le départ, hein, vous m'en voudrez pas, en plus vous n'êtes pas nombreux. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà, maintenant elle est bien dite et vous l'avez entendu correctement. Et ça fait partie de notre identité, techniquement. En tant que Français, le fait d'aller réclamer la tête d'un roi, d'un président, de quoi que ce soit, avec des fourches et des torches, c'est juste une base de notre démocratie. Et aujourd'hui, on n'aurait plus le droit de le faire. Ça devient complètement con. Mais ouais, pour faire un petit topo sur l'Union européenne, à quel point c'est n'importe quoi. C'est une institution dont on ne peut pas élire les vrais dirigeants. Le Conseil de l'Europe, voilà. On ne peut pas élire son président. Actuellement, Ursula von der Leyen, qui a encore fait des petites carabistouilles que j'ai pas eu le temps de mettre dans l'émission. Enfin, presque pas eu le temps. C'est une institution qui prend quasiment systématiquement des décisions en désaccord avec les peuples qui sont sous son joug. Vous voulez des exemples? J'en ai au moins 2. Et oui, l'Europe a le droit de supplanter, puisque là, il faut bien répondre à cette question. L'Europe a le droit de supplanter les textes fondateurs d'une nation qui est membre de l'Union européenne, parce que pyramide des droits. Et dans le droit, en fait, l'Europe supplante les lois nationales. Et possiblement pas mal d'autres choses.
Donc, si l'Europe dit quelque chose, à moins de se retirer de certains traités, certains textes, etc., comme ont fait les Danois pour l'immigration, ben en fait, si l'Europe dit quelque chose, vous êtes obligé, enfin, les pays sont obligés de l'appliquer. Sauf s'ils ont dit avant, non, cette partie-là, sur ce point-là, notre pays ne l'appliquera pas. Il n'y a pas grand monde en France qui va dire non, il ne faut pas le faire. Mais donc peut-être deux petits exemples pour vous montrer à quel point ils en ont rien à foutre de l'avis des peuples européens. Premier dossier. Attends. Tac, tac, tac. Premier exemple. Et ça, on va parler de Ursula von der Leyen. L'Europe a mis comme responsable de gestion des dossiers de la concurrence une Américaine qui a bossé pour les GAFAM et elle va devoir traiter les concurrences, les dossiers concernant les GAFAM. Donc déjà, il y a un conflit d'intérêts. Et en plus, jusqu'à la petite... au moment où ils ont rayé une mention, il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a peu, il fallait être d'une des nationalités européennes, enfin de l'Union européenne, pour pouvoir prétendre à ce poste. Ursula von der Leyen a fait en sorte, elle et puis tous les autres qui l'accompagnent, ils ont fait en sorte que ce soit des gens extérieurs à l'Europe, extérieurs aux besoins européens et aux intérêts européens, qui puissent occuper des postes dans l'Union européenne. Voilà, c'est mort. C'est-à-dire que c'est à peu près aussi logique. Ouais, bah évidemment, ça donne la nausée, tout ça. Mais c'est vraiment le truc où c'est comme si l'Ukraine avait embauché un général russe pour s'occuper de son armée. Et si vous trouvez que la comparaison est un peu forte, je dirais qu'elle est même pas assez forte. Parce que les États-Unis, c'est quand même ceux qui ont essayé de buter De Gaulle parce qu'il obéissait pas assez. Ouais, c'est sorti dans les dossiers déclassifiés de la CIA. La CIA avait projeté de tuer De Gaulle en 1965 via une bague empoisonnée portée par un militaire auquel il aurait dû serrer la main lors d'une cérémonie. Parce que De Gaulle était trop opposé aux Américains. Là, c'est même pas... Enfin, on a fait rentrer le loup dans la bergerie. Les États-Unis n'en ont rien à foutre de nous. Les États-Unis, nous sommes leurs concurrents. Ils ont déjà flingué certains marchés de la France, avec notamment l'Australie. Ce sont nos concurrents, économiquement. Donc, arriver et dire, bah, on va mettre quelqu'un qui vient de chez nos concurrents chez nous, alors ça marche peut-être très bien dans les sociétés, hein, mais au niveau des pays, non, ça ne marche pas. Au niveau des pays, c'est vraiment... Ce serait que moi, ce serait un crime de haute trahison. Et bon, bah, il y a des méthodes, hein, mais on en parlera plus tard. Mais voilà, donc on fait venir chez nous des gens qui étaient prêts, il n'y a pas si longtemps que ça, à buter nos dirigeants. En second exemple, on a Stéphane Séjourné, chef des députés, enfin, pas Stéphane Séjourné, son porte-parole. Stéphane Séjourné, chef des députés européens macronistes, compagnon de Gabriel Attal, le porte-parole de notre gouvernement. Donc, son porte-parole a décidé de faire le portrait héroïque d'une figure européenne. Comment dire? Ouais, effectivement, c'est un peu ça. Les politiciens actuels ne voient pas la différence entre une entreprise et une nation. Mais donc, résultat, on va pas faire tout le truc. Là, vous allez voir, il a fait vraiment un portrait héroïque de cette personne. Donc, hop, hop, hop. Madame. Ouais, en plus, il y a pas j'arrive pas à voir le nom, c'est écrit en trop petit sur mon truc. Madame Karag. Eh ben, cette femme, c'était c'était la vice-présidente, c'était machin, c'était une femme forte, européenne, indépendante, tout ce que vous voulez. Mais le populisme a eu raison d'elle. Comment dire?
le compte Twitter de Macron pour s'en rendre compte. Mais voilà, elle était polyglotte, ancienne de l'ONU, le portrait est dithyrambique. Les gens n'étaient pas d'accord avec elle, ils étaient, comment dire? Juste le tweet de bas, en bas. Cette scène interroge. Ce ne sont pas des extrémistes, mais des citoyens en déshérence politique, alimentés par la folie des plus radicaux. Elle essaie de dialoguer. Rien ne fait. Comme chez les Gilets jaunes. La contestation avec menace devient la norme. Le dialogue disparaît. Je trouve quand même que c'est très culotté venant de la part d'un macroniste de dire le dialogue disparaît. Non, sérieux. Ils arrivent. Le dialogue disparaît. C'est vraiment l'hôpital qui est sous de la charité. Ah oui, non, les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes ont été reçus peut-être, parce que les gilets jaunes en ont écouté ce qu'ils avaient à dire. Non, ils ont pris des LBD dans la gueule, ils se sont fait matraquer, ils se sont fait caillasser. Non, les gilets jaunes n'ont pas été écoutés. Il n'y a pas eu de dialogue. Les gilets jaunes avaient des revendications, les gilets jaunes avaient des problèmes. D'ailleurs, ça n'a pas été réglé et ça va faire comme les banlieues cette année. Ça va réexploser dans quelques années et ça va être absolument atroce. Mais voilà, et il arrive et il dit oui, le dialogue disparaît. Mais ça fait longtemps qu'il a disparu le dialogue, enfoiré. Aujourd'hui, le gouvernement. Ah ouais, il faut que je le fasse. Il faudrait les violons, hein, ce serait parfait. Aujourd'hui, le gouvernement est tombé. Des élections auront lieu en novembre. Aujourd'hui, elle a décidé d'arrêter. Trop violent, trop de risques. Les complotistes. L'extrême droite a gagné en quelque sorte. Les Pays-Bas sont privés de son talent. Ouais, je sors d'une semaine de stage de théâtre, donc forcément, je suis obligé d'être un peu dans le. Oh. J'espère que vous appréciez, hein, vous le direz en commentaire pour ceux qui sont soit là, soit qui verront la vidéo en replay. Hein. Vous n'hésitez pas à le dire. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, je calmerai peut-être un peu le jeu. Et puis, comment dire La dernière phrase, elle est magnifique. Les gens normaux deviennent antidémocratiques. Ouais, bah, effectivement, quand on voit la conception de la démocratie en France et comment le gouvernement gère les affaires, les histoires ou tout ça, ouais, l'antidémocratisme, il est aussi à rechercher tout en haut. Hein, parce que vu comment des réformes contestées par absolument par 70% de la population ont été imposées au forceps, et on va voir pour la réforme des retraites que c'est encore pire que ce que j'avais déjà dit. Mais donc résultat, quand on impose au forceps une réforme que personne ne veut, quasiment personne, 7 personnes sur 10 sont opposées à cette réforme, ouais, effectivement, il y a des gens qui deviennent antidémocratiques. Mais ils sont plutôt à rechercher en haut qu'en bas. Et je vais éviter de t'insulter parce que voilà, j'aime bien être un peu délicat. De temps en temps. Un peu. Ouais, j'aime pas être vulgaire. Des fois, ça me titille quand même très fort. Hein. Et après, on va voir la conception de la démocratie de Madame Cag. Ah ouais, il avait fini sur une autre truc. La démocratie crée toujours les conditions de sa défaite. Je te le fais pas dire. Ah, il faut faire barrage. Petit résumé du CV de madame et vous allez comprendre pourquoi l'Europe ne fait pas ce que les Européens voudraient. Enfin, l'Union Européenne ne fait pas ce que les Européens voudraient. Quand on pense qu'elle siège dans toutes les banques mondiales. Ça, j'ai pas trouvé par contre. Qu'elle a défendu ses convictions écolo en dansant pour Shell et Monsanto. Ça, j'ai trouvé par contre. Effectivement, elle a été très très bien placée chez Shell Pays-Bas. Donc voilà, pour l'écologie, on repassera.
Et donc pour la crédibilité devant les gens qui la critiquent, on repassera très fort. Évidemment que les gens n'allaient pas se calmer devant une communicante de chez Shell quand on parle d'écologie. Pour la partie, il y a quelques parties que j'ai pas pu vérifier par manque de temps, mais donc Ouganda, tout ça, j'ai pas pu vérifier. Le parti qui a privé, extorqué des milliers de familles d'allocations familiales sur base ethnique, j'ai pas pu vérifier non plus. C'est à prendre avec des pincettes. Mais la dernière partie. La police néerlandaise a tiré à balles réelles. Voilà, quand vous avez des gens où leur conception de la démocratie, c'est de tirer à balles réelles sur des manifestants. Ouais, non, effectivement, je veux pas de ta démocratie. Hein. C'est clair. C'est très très clair. Parce que ça fait bien longtemps que nos manifestations et nos émeutes n'ont assassiné aucun dirigeant politique. Les bonnes habitudes qui se perdent quand même. Franchement. Et la dernière, j'avais dit 2 exemples, mais il y en aurait un troisième. Un truc très logique. Les pays entre eux dans l'Union européenne, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils les ont jamais eus. On nous a vendu, surtout en France, la construction européenne, que ce soit magnifique, que ce soit machin, que ce soit... Mais les dirigeants, ils sont pas au courant, en fait, qu'on est censé avoir les mêmes objectifs. Ils sont tellement pas au courant qu'ils se font des guerres commerciales entre eux en continu, et que actuellement la Pologne veut devenir la première force armée de l'Union européenne devant la France. Seul petit bémol. La France a une contribution nette de plus 8 milliards à l'Union européenne. Et en dessous, il y a un petit correctif, c'est plus 12 milliards, vu que l'Angleterre s'est barrée. Et donc, contribution nette de plus 12 milliards à l'Union européenne. La Pologne, c'est moins 13 milliards. On peut donc dire que la France paie la Pologne pour que celle-ci ait quelques dizaines et d'ici quelques dizaines d'années, une meilleure armée qu'elle. Voilà. Évidemment, la Pologne veut s'armer. On est perdant dans l'échange européen, c'est-à-dire qu'on paye plus que ce ça nous rapporte. Et la Pologne, qui paye à l'Europe, mais on lui rend plus que ce qu'elle paye, bah en fait, tout ce qu'on va lui rendre, en plus, c'est d'autant ce qu'elle peut avoir pour faire sa propre armée. Si on n'était pas s'il n'y avait pas d'Union européenne, il lui manquerait 13 milliards par an, enfin elle aurait 13 milliards de moins par an à consacrer à son budget armé. Elle a actuellement, la Pologne a dit, on va dépasser la France en termes de... Enfin, elle veut devenir la première puissance armée en Europe. Je leur souhaite bien du courage quand même, ils n'ont pas les mêmes technologies que nous. Malgré le fait qu'on les vende avec nos armes, putain. Mais donc résultat, ils vont arriver, ils vont faire, oui, bah, on va devenir la première puissance armée européenne. Et on leur donne, l'Union européenne leur donne 13 milliards par an pour pouvoir investir là ou ailleurs. On n'a même pas les mêmes objectifs entre pays. Alors qu'est-ce que vous voulez que l'Union européenne ait les mêmes objectifs que ses administrés? C'est vraiment un truc qui ne sert à rien. Voire même qui est extrêmement néfaste, puisqu'ils veulent nous interdire d'appeler à la révolte comme notre ancienne constitution nous le permettait. Franchement. On va changer un peu de sujet, hein, parce que là, l'Union européenne, c'est bien de la critiquer, mais pour eux, le 49.3 est un outil démocratique, tout ce qui est de plus normal. Oui, évidemment. Mais on va changer un peu de sujet, on va reparler de la réforme des retraites. L'Europe. Peut-être que j'essaierai d'inviter des gens qui parlent d'Europe en continu. J'ai encore quelques petits contacts, peut-être que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à envoyer un message si ça vous intéresse. Et puis je taguerai peut-être quelques personnes que ça pourrait enchanter de venir discuter devant vous. Mais réforme des retraites. Petite rubrique très simple.
Sauf que si tu regardes avec un point de vue politicien, la France paie pour que ces hommes soient ailleurs que dans les conflits, non. Mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que qu'on paie, enfin, les Polonais, ils vont pas venir défendre la France, en fait, même si on paye la Pologne. Les 12 milliards là qu'on balance à l'Union européenne, ça va pas enfin, nous, c'est des milliards qu'on pourrait utiliser pour autre chose. Mais de toute façon, on discutera Union européenne une autre fois, plus en détail, dès que j'aurai motivé des gens pour parler de cette saloperie. Je deviens vulgaire à trop en parler, donc on va vraiment changer de sujet très vite. Allez, réforme des retraites. Nouvelle partie. Parce que j'avais nombreuses fois parlé du fait que l'allongement du départ à la retraite ne servirait à rien et que ça allait pas améliorer les finances. Et ben en fait c'est pire, ça va coûter. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron, qui a fait tant de mal à tant de travailleurs et travailleuses, qui a mis le pays en feu, qui a créé une défiance énorme vis-à-vis du pouvoir politique, nous fait perdre de l'argent. Ah là. Bon, j'avais déjà dit que ça servait à rien, hein, vous le savez. C'est le fait que, enfin, on l'a vu pour la précédente augmentation du temps de travail, le précédent décalage de l'âge de départ à la retraite, les économies finissent dans l'assurance chômage, enfin dans le chômage parce qu'il y a plus de seniors à la retraite, et dans la... comment ça s'appelle? Dans le... chômage, RSA et Sécu, parce que les seniors se blessent plus au travail. Et bah là, il y a un autre truc que j'avais pas pris en compte. Un truc tout con. Quand vous cotisez plus longtemps, vous avez une meilleure retraite. Et quand vous êtes plus longtemps actif, donc pour ceux qui vont pas finir au chômage ou autre, et bah vous obtenez plus d'augmentation, vous avez plus de promotions, surtout quand ça arrive plus tard dans la carrière, les promotions. Quand vous êtes plus âgé, vous les avez. Donc résultat, les gens qui partiront à la retraite, eh bah, ils auront plus cotisé, ils auront plus évolué. Enfin, ça concerne une petite partie, mais ceux qui vont profiter de la retraite, en moyenne, ils vont avoir plus de revenus. Et c'est con, hein? Non seulement cette réforme ne servait à rien, à part flinguer les travailleurs pauvres, parce qu'il y a quasiment un quart des travailleurs pauvres qui ne voient jamais les retraites parce qu'ils sont morts avant. Mais ceux qui vont partir à la retraite, ils vont nous coûter encore plus cher. Ah là, voilà. Hop. Le résultat final est celui-là, et il est dingue. Le système de retraite va perdre plus d'argent à l'horizon 2070 que si le gouvernement n'avait rien fait. On fait une petite note sur le fait que l'article, que je remercie très fort Jordan pour m'avoir envoyé le contenu de l'article au complet, mais donc cet article finit sur un petit cirage de pompe à la con. Parce que nous avons monsieur Didier Blanchet, donc du Conseil supérieur des retraites, je crois, le Conseil de suivi des retraites, qui parle d'incidences potentiellement massives sur l'ensemble des finances publiques, avec une augmentation des richesses produites, du nombre d'actifs et des recettes fiscales et sociales. Seulement, l'important c'est dans le potentiellement. J'écris un peu trop fort, je crois. Donc, l'important c'est dans le potentiellement qui s'oppose à des chiffres calculables de hausse des retraites. Donc, on a du potentiel face à quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'hypothétique, qui est quelque chose de l'ordre du factuel et du très quantifiable et mesurable. Hein. On sait combien ça va nous coûter, mais ils nous vendent le fait que ça va peut-être nous rapporter avec la main invisible ou je sais pas quoi l'autre connerie, mais voilà, hein, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on sait que ça va coûter plus cher, mais potentiellement, sur un malentendu, ça peut passer, ça peut nous rapporter.
Mais oui, bien sûr, on avait déjà tous les trucs pour dire que ça servait à rien. Et maintenant, il faudrait nous croire que ça va en plus rapporter. Mais oui. On y croit, on y croit. On va arrêter de parler des retraites, ça aussi ça me gave. Un petit fil Twitter qui critique la police et notamment l'idée de la police de proximité. Parce que la police de proximité, si vous ne connaissez pas le principe, c'est quelque chose qui était mis en place par la gauche, un peu. On va passer là-dessus. Ça sent le roussi, oui. Ça sent même quasiment le roussel pour eux, mais la police de proximité, c'était quelque chose qui était fait pour être dans les quartiers, pour être au contact des gens, pour que les policiers et les gens des quartiers en fait se connaissent, que ce soit toujours les mêmes, qu'il y ait des ronds un peu plus, bref, qu'il y ait effectivement une proximité entre les deux et qu'ils se connaissent et que ça puisse bien se passer. Et là, nous avons quelqu'un, je vais pas regarder qu'est-ce qu'il avait, je n'avais pas envie de me flinguer le moral, à savoir qui pouvait faire un truc aussi long et aussi rousseauiste, et de Sandrine Rousseau, pas de Jean-Jacques. Par contre, on va parler de Jean-Jacques après, vous allez comprendre. Mais voilà, on va pas tout lire, on va juste s'attarder sur les points de Toxicopathe, Tagazoc. Tagazoc les factieux, évidemment. Ravi de te voir parmi nous. Pense à être factieux comme cette tasse. Regarde-moi ça. Si elle est pas belle. A-t-elle factieux? Jamais lâché. Ah là là. Mais voilà, on va parler de la police et on va voir les quelques erreurs que ce cher Gaëtan Gracia peut... excellent placement produit. Oui, merci. Et on va voir les quelques erreurs qui sont dans ce petit fil Twitter. Comment dire? Il y a quelques trucs, mais ça défrise, hein. Premier problème dont j'ai parlé lors du Buzz Rousseau, si vous êtes d'accord avec l'adversaire politique, vous êtes coupable d'un crime pensé orwellien. L'autre ne peut pas, votre adversaire ne peut pas avoir raison. Se dire, il y a la gauche et la droite qui sont capables de s'entendre sur un point, c'est la preuve que la gauche est en train de se perdre et non pas que la gauche et la droite peuvent être d'accord sur un point. Ce qui parfois est une bonne idée, hein. Ça s'appelle l'union sacrée. Et voilà. Premier problème, si vous êtes... donc là, c'est du déshonneur par association, c'est un sophisme de base chez les zététiciens, hein, vous connaissez peut-être la logique. C'est, vous êtes d'accord avec telle personne, vous êtes proche de telle personne, donc vous êtes vous-même quelqu'un d'absolument intolérable comme cette personne. Et c'est pas que vous soyez d'accord avec lui prouve que l'idée est mauvaise et que vous êtes mauvais, pas que cette idée qui peut être soutenue en face est bonne. Pour la suite, on respire un grand coup. Donc là, il parle de la police de proximité, ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça a été mis en place. Mise en place par la gauche plurielle en 98, Sarko qui l'a supprimé en 2003, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien parce que ça fait référence aux îlotiers qui existaient il y a très longtemps. Hein, donc là, il y a une inculture historique aussi. Grosso modo, ça n'a rien changé. Il y avait toujours une dizaine de morts par balle par la police par an. Ouais, enfin, quand tu vois qu'en 2005, il y a eu les émeutes et que c'est parti en couille, il y avait peut-être un truc où ça n'a fait que contenir et limiter une partie du désastre. Arriver et dire, il y avait toujours des problèmes, oui. Est-ce que ça a limité les problèmes? Est-ce que ça n'a rien fait? Ou est-ce que ça les a augmentés? Je dirais plutôt que ça les a limités que augmentés, puisque si Sarko a supprimé la police de proximité en 2003 et que ça a pété en 2005, c'est après 2 ans donc de direction par Sarko du ministère de l'Intérieur.
Il y avait peut-être une raison. Mais bon, la cohérence, c'est pas ça qui les tout, visiblement, monsieur. Quelle indignité. Ouais, quelle indignité. Là, donc vous pourrez lire, vous pourrez prendre le temps de lire. Il finit sur la référence au fait que pour le mouvement Black Lives Matter, il y avait eu des débats sur le fait de définancer jusqu'à zéro, voire démanteler la police. S'il avait un peu mieux cherché, il aurait vu l'efficacité de démanteler la police dans certains quartiers aux États-Unis. Bah, en fait, ça a créé plein de morts parce que ça a juste fait des zones de non-droit dans lesquelles même les ambulances voulaient plus aller, même pour des gens blessés par balles, etc., des arrêts cardiaques. Eh ben, en fait, les ambulanciers voulaient plus aller là-bas parce qu'ils risquaient trop leur vie. Effectivement, c'était très bien, hein, de defund the police, de démanteler la police. De reprendre l'idée de la police et comment elle fonctionne. Peut-être, hein, mais de détruire enfin de supprimer la police, on a vu ce que ça a fait en fait. Et n'importe qui serait attardé sur le sujet aurait vu ce que ça avait fait. J'ai un pote pompier qui m'a dit un jour que certains quartiers de Valence étaient dangereux pour les gens en uniforme. Mais pour plein de raisons. On est entre nous, vous me connaissez, hein. Pour plein de raisons, je me suis retrouvé dans un meeting, enfin pas un meeting, mais une réunion politique qui n'est pas franchement à gauche, voire même qui était totalement à l'extrême droite. Bon, c'était un truc en rapport avec Reconquête, et le responsable dans cette réunion, donc de toute la partie Reconquête, donc sur un bon territoire, je ne citerai pas où, je ne citerai pas quand, etc. Mais donc quelqu'un qui avait, enfin qui était en liaison directe avec le siège de Reconquête, c'était un colonel d'une caserne de pompiers. Et pour lui, c'était terrible d'être arrivé là parce qu'il n'était pas dans cette vision-là à la base. Et il a dit, pour moi, ce qui m'a poussé à aller à Reconquête, c'est que quand j'arrive, que je porte l'uniforme et que je vais dans le café, dans le machin, dans le truc juste à côté, il habite dans un quartier sensible. Et il dit, avec l'uniforme que j'ai, même si c'est un uniforme de pompier, que je sauve des gens tous les jours, que mes gars sauvent des gens, la vision de l'uniforme fait de nous des adversaires et des ennemis sur lesquels il est normal de tirer. Et que quelqu'un qui est chez les pompiers arrive et prenne un poste politique, enfin, soit dans une organisation politique comme ça, c'est effrayant. Pour moi, quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, j'ai fait, on a vraiment un gros problème qui est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Quand vous avez des gens qui sont prêts à attaquer quelqu'un parce qu'il porte un uniforme, même s'il sauve des gens. Dans des cités, il y a des pompiers qui se sont fait attaquer pour aller venir en aide à quelqu'un qui faisait un arrêt cardiaque. Il y avait enfin, il y avait un des enfants du mec qui faisait un arrêt cardiaque qui était au milieu, et il a caillassé le pompier qui allait en fait sauver son père. Et le mec a jamais pu arriver, enfin le pompier a jamais pu arriver arriver à temps en tout cas, au mec qui était en train de faire un arrêt cardiaque. Et le gamin est responsable de la mort de son père parce qu'il caillassait, il faisait partie de ceux qui caillassaient c'est terrible à dire, hein, mais littéralement, il faisait partie de ceux qui ont empêché son père d'être sauvé. Et effectivement, il y a des endroits, vous ne pouvez plus entrer, enfin, vous pouvez plus entrer, ou vous êtes en danger quand vous portez un uniforme de pompier ou d'ambulancier ou de quoi que ce soit, vous êtes en danger, même quand vous allez sauver des gens. Et aux États-Unis, ça s'est très bien vu pendant Black Lives Matter, il y avait ce côté où les ambulanciers, les pompiers et les gens qui étaient là pour sauver des vies
étaient en danger et ils refusaient d'aller se mettre en danger, même si des gens allaient mourir. Ils disaient non, non, en fait, on va juste, au lieu d'avoir une victime, on va en avoir 3 ou 4. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il faudrait defund the police. Bravo. Ensuite, autre petite pépite, c'est pas la dernière malheureusement, mais autre petite pépite, il dit oui, de plus en plus de gens détestent la police. En fait, la confiance envers la police, elle est relativement stable. Alors, il y a peut-être un peu plus de gens qui détestent la police à qui on dit, enfin, on donne un micro pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc, à partir de là, le message va être plus écouté parce qu'il y a plus de monde qui peut l'entendre. Mais en termes de est-ce que les gens sont, comment dire, détestent plus la police ou est-ce qu'ils ont toujours autant confiance en la police? Bah, je suis allé chercher les chiffres aujourd'hui, j'ai fait mon boulot. Donc en fait, au niveau de la confiance, on est un peu en baisse. La plus grosse baisse, c'était quand même pendant le 2e confinement. Mais on a perdu quelques points. Hostilité, on n'est même pas monté tant que ça. On est passé de 6% à 8%. C'est beaucoup, hein. Il y a un problème. Il n'y a pas plus de gens qui détestent la police, en fait. C'est vraiment marginal, l'augmentation. Il y a plus de gens qui ne se prononcent plus sur la police. Mais non, en fait, il n'y a pas plus de gens qui détestent la police. Et avoir donc 8% de la population qui déteste la police, c'est un peu léger pour dire oui, tout le monde déteste la police. Et en plus, c'est pas mon cas. Parce que on va arriver sur une autre connerie. Revendiquer de la police de proximité aujourd'hui, c'est revendiquer plus de flics et plus de surveillance. Ça, c'est pas forcément faux, mais c'est aussi, de l'aveu de tous, vouloir nous faire aimer la police. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu compliqué, un peu technique. J'avais dit qu'il fallait prendre des Doliprane. Hein. Ah oui, tu étais peut-être pas là, Zoxycopathe, au départ, mais j'ai dit, il y a un moment, il va falloir prendre un Doliprane pour le mal de tête. Cette phrase, elle montre vraiment un problème de compréhension des rapports sociétaux. La police, on rappelle, elle a le monopole de la violence légale par le contrat social. Les gens, pour éviter d'appliquer la loi du talion ou de la subir, ils remettent à l'État l'organisation donc du pouvoir, ils remettent à l'État le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, donc application de la justice, organisation de la justice, et l'application, le pouvoir exécutif. Je ne demande pas à aimer les flics, je me demande que je n'ai pas peur, machin, quand je vois un mec en uniforme. Ça peut être un point qui peut être discuté, effectivement. Par contre, ce qu'on a donné comme pouvoir par le contrat social de base, c'est la base en fait de notre société. Le principe de la police et la raison pour laquelle il y a autant de personnes dans la population qui font confiance à la police, c'est que de toute façon, ils sont obligés. Ils sont pas obligés de l'aimer si... ils sont pas obligés de l'aimer s'ils font des conneries. On a bien vu ça. Mais la population, en règle générale, elle va faire confiance, voire elle va apprécier la police. Là, je suis en train de bouger ça, désolé. Elle va faire confiance et elle va peut-être apprécier la police parce que ça lui permet d'échapper à ce que Jean-Jacques Rousseau appelait l'état de nature. C'est-à-dire une situation où, en cas de conflit, c'est le plus fort qui va gagner. Et pas forcément celui qui aurait raison. Je vais vous donner un petit exemple. Si votre voisin met la musique à fond tous les soirs, vous appelez normalement la police. Ou les gens se disent je peux appeler la police pour résoudre le problème de manière à peu près pacifique. Ou alors que ça finisse avec une condamnation. Et que ça ne finisse pas en le mec de 1m12 qui doit se lever tôt le lendemain matin quand il va toquer à la porte du voisin qui fait du bruit
et le voisin fait 2,15 m, 120 kg de muscle, ça se finit pas en le petit voisin se fasse défoncer par le grand baraque, ni en le voisin délicat, peu importe qu'il fasse 2,12 m et 120 kg, a fini crucifié par tout l'immeuble parce que il était seul contre 20. Ça permet ça aussi, le contrat social, techniquement. Et ça permet aussi, et ça permet ça à la police, ça permet aussi de faire en sorte que le voisin ne soit pas un innocent qui se fasse crucifier pour rien, parce que les gens se sont plantés de porte, tout simplement. Et la population, en règle générale, elle sait qu'elle a besoin de police. Ça fait partie du truc, ça fait partie de l'organisation de la société. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui puisse faire appliquer les lois, parce que si nous n'avons pas de gens qui puissent défendre la veuve et l'orphelin, non, plus que ça. Si vous n'avez pas de gens qui sont capables d'éviter que le contrat social, on se torche le cul avec, eh ben votre société elle va pas tenir, en fait. C'est la base du truc. On peut gueuler autant qu'on veut contre la police, contre machin, on peut dire il faudrait qu'elle soit organisée différemment, il faudrait qu'elle soit autrement, il faudrait qu'elle fasse ça, qu'elle puisse faire ça. Mais les gens savent que la police est nécessaire. C'est pour ça que la population aime la police. Elle l'aime pas vraiment, elle voit, est-ce qu'ils sont méchants ou pas? Bah, je sais pas, j'étais dans un petit village il y a pas cette semaine. Qu'est-ce qui a été remarqué? C'était j'allais dire un occupant. Non, c'était un participant allemand, je crois, qui avait dit qu'il avait vu le policier, enfin le gendarme municipal. Là, il allait faire les courses avec une mamie qui avait du mal à marcher. Il l'aidait à faire ses courses. À côté, il faisait tous les autres trucs. La population, sur des formes de police, de gendarmerie, de maintien de l'ordre, elle est d'accord. Si les gendarmes se comportaient plus comme celui que j'ai vu et que les autres ont noté, bah, peut-être que la population aurait une meilleure vision de la police. Et ce serait bien que ce soit dans ce sens-là. Par contre, arriver et dire que c'est un problème que la population aime la police, non, bah en fait, ça permet de mieux vivre le contrat social. Par contre, si tu n'as pas envie de le vivre, eh bah, tu vas au fin fond de la Sibérie, tu croiseras personne. Par contre, il faut sortir de la civilisation et de la société. Mais fais-le, hein, si tu veux. Fais-le, mon cher Gaëtan Gracia. Si tu ne veux plus du contrat social, la porte est ouverte. Et je terminerai. Attends. Mais ils n'ont pas le temps, on ne leur donne pas non plus, ils doivent faire du chiffre. Et oui, et ça c'est un problème. On peut réfléchir à refonder la police. Et ça va être ma conclusion pour cette partie-là. On peut réfléchir à refonder la police, à faire des choses, à faire plein de trucs, à dire non, ils doivent pas faire du chiffre, ils doivent faire un lien social avec la population, faire en sorte que les gens n'aient plus peur d'eux, en tout cas ceux qui ont peur, faire en sorte que les gens qui les détestent, bah, les détestent un peu moins. Mais ça demande à avoir du donnant-donnant. Et donc, pour arriver à faire ça, il faudrait qu'on soit dans les 10 pays les plus pacifiques du monde, au minimum. Le problème, c'est que là, on est à la 67e place des pays les plus pacifiques du monde. On a encore un tout petit peu de choses à faire avant d'arriver et de dire on doit désarmer la police ou on doit la refonder. Ce serait bien qu'on la refonde, enfin que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais il y a des choses à faire avant, notamment respecter la loi. Que les flics soient pas en train de pousser pour mettre des casiers à tout le monde pour de la merde, parce qu'ils auraient pas besoin de faire du chiffre. Par contre, que les gens qui ont un casier long comme le bras délit de fuite, de braquage, d'agression ou autre, bah, qu'il y a un moyen que ces gens-là n'aient pas un casier long comme le bras. C'est ça qui pose un problème dans le côté pacifique de notre pays. Et c'est pour ça que les gens sont en train de se dire que c'est pas inutile la police. Qu'elle soit autant armée, c'est pas inutile. Quand on voit machin agressé dans la rue, il avait déjà 17 condamnations en dossier. Il était en mode mais qu'est-ce qu'il faut encore pourquoi on n'a pas mieux géré le cas? Et donc là, c'est le problème de la justice. À quel point notre justice ne sert à rien.
parce qu'elle n'applique pas les méthodes qui marchent. Et là, je me référerai toujours à la même chose, c'est le système des Pays-Bas, où pour avoir peu de récidives aux Pays-Bas, ils appliquent la méthode de on condamne très fort dès la première fois, pas très long, juste très fort. Quand quelqu'un arrive et fait une connerie, une première condamnation, il prend 2, 3, 4 semaines de ferme de base, donc pas le temps de se créer des liens en prison, mais ça permet de voir le truc. Donc les gens n'ont pas envie d'y retourner, et ils savent qu'ils peuvent y retourner rapidement s'ils refont des conneries. Donc le taux de récidive est très bas, ils savent que c'est assez terrible de prendre aussi cher. Alors que si vous avez que des peines longues après 17 condamnations et la 18e chance, on s'est dit que ça allait passer, et ben ils sont déjà habitués au truc. Ils se disent, bah, de toute façon, je vais ressortir parce que j'ai pris 18 mois pour avoir violé quelqu'un, ce qui devrait jamais arriver. Ça devrait être beaucoup plus, hein, et dès la première fois. Mais le meilleur moyen pour éviter la criminalité est de permettre aux gens d'avoir un boulot avec un salaire suffisant. Tu vas pas dealer du shit quand tu as un loyer, un crédit et un taf à gérer. Ouais, mais si c'était aussi simple que ça se saurait. Alors, pour le boulot avec un salaire suffisant, bah, on est avec un chômage élevé, un halo du chômage qui est encore pire, et on nous vend que le chômage baisse. Et ça, on va en parler aussi de Pôle emploi dans les prochaines minutes. Le travail disparaît, j'ai déjà fait une émission dessus. Donc il faut arriver et faire en sorte que les gens trouvent aussi d'autres choses à faire que le travail et puissent survivre sans avoir besoin de travail. Mais ça demande une organisation de société qui est encore plus compliquée. Et ça dépend des endroits aussi. Parce que quand tu prends le 93 ou quand tu prends, il me semble que c'est Verdun, il y a autant de HLM, il y a encore moins d'aide sociale à Verdun. Il faudrait que je retrouve le truc, mais il y a encore moins d'aide, encore moins de participation de l'État dans le fait d'aider les gens. Et il n'y a pas le même niveau de criminalité. Et il y a des raisons un peu plus précises que le travail. Il y a des raisons un peu plus précises que ça. Je pense que le fait que le 93 soit à côté de ce trou à rats géant qu'on appelle Paris n'aide pas. Et parce qu'on leur vend des trucs incroyables tous les jours quand ils prennent le métro pour aller dans cette horreur. Mais voilà, il y a plein de choses qui participent à ça. Il y a plein de choses qui y participent. Ce n'est pas juste monocausal. Ce n'est pas juste le travail. Et surtout, il faut savoir s'affranchir du travail, à mon avis. Il faut savoir dire, bah tel truc, il faut s'en passer. Mais donc voilà, pour réfléchir à refonder la police, il faut qu'on soit au moins dans les 10 pays les plus pacifiques du monde. Pas à la 67e place. Maintenant, on va parler de la rubrique Infos diverses, la dernière partie vraiment de notre émission. Il y a quelques trucs que j'ai un peu mis. J'aurais bien essayé de développer un peu plus, mais j'avais un léger manque de temps. En plus, demain, je devais apprendre un texte, je ne l'ai pas appris, mais vous verrez ça dans les prochaines semaines, qu'on avait du retard pour tourner. Et donc, voilà. Manque de temps. Donc, plein d'infos que j'aurais aimé... ouais, le vilain, tout à fait. Mais donc, plein d'infos que j'aurais bien aimé faire de manière un peu grosse. Je vous le fais rapidement maintenant, mais on va peut-être les développer un peu plus, certaines, plus tard. Vous allez voir, il y a des énormes dossiers, donc on va pas passer rapidement dessus aujourd'hui et plus jamais en parler, à mon avis. Oui, et puis aussi, dans les prochaines semaines, comme il va y avoir une pause législative, pause gouvernementale, il y a des semaines où je vais pas faire d'émission, mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Hésitez pas à suivre les réseaux, donc Instagram, pas trop Twitter parce que je fais juste partager les rediffusions d'ici, Facebook aussi. Donc Instagram pas mal, j'envoie des messages et puis peut-être que j'indiquerai directement sur Twitch la date de la prochaine
les dates des prochaines émissions. Et la première info, bah, Zoxycopathe n'était pas là, mais tu vas rattraper un peu les wagons au vol. Mais Facebook pour nous autres les vieux. D'accord, je vais faire un effort pour plus communiquer aussi sur Facebook. Promis. Mais tu partages la page dans ce cas-là, hein, parce que c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas du tout un chantage, c'est du donnant-donnant. Donc Zoxycopathe, première info que tu as pas vu la première partie, mais donc les Légions d'honneur, on en avait eu des belles. Donc il y avait Monsieur Pouyanné, il y avait Monsieur Copé, il y avait Monsieur de Rugy qui ont été décorés de la Légion d'honneur. Il y en avait un autre qui a été décoré. Un an d'inéligibilité pour Francis Palombi, ancien candidat LRM aux législatives en Lozère, en mai 2023. Décoré aujourd'hui 14 juillet 2023 au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Donc en France, normalement, si vous êtes condamné, vous ne pouvez pas avoir la Légion d'honneur. Mais si vous êtes inéligible, eh ben vous êtes décoré. Évidemment. On reprend une citation, évidemment. L'honneur d'un groupe ne dépend que de la probité des membres qui le composent. Vous pouvez avoir le titre le plus ronflant que vous voulez. Si vous êtes entouré de repris de justice, je vous conseille de quitter le groupe. Voilà. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Oui, mais on le dit en début d'émission. Le seau a vomi à côté de l'ordinateur pour pouvoir regarder. C'est obligatoire. Et puis, parce que tu n'as pas vu en début d'émission, mais maintenant, il y a des produits ratelfactieux pour pouvoir gueuler dedans aussi. On n'a pas encore de seau à vomi. Mais on va essayer de faire un truc. Mais voilà. Tu peux avoir au moins un truc pour pouvoir un coussin à hurler. Je pense que tu peux en avoir un avec ce magnifique logo. Je rappelle. Et bon, bah on voit, les précautions d'usage en début de live sont utiles. C'est bien. Personne ne les suit, mais au moins c'est utile. Drop le lien. Ah bah oui, bah je vais vous redropper le lien quand même. Hop. On a dit. Twitch. Non. Oh non, il m'a supprimé, il va falloir que je le retrouve. YouTube, vous me pardonnerez 2 minutes. Hop, copier. Voilà. Vous avez le lien pour aller acheter des trucs, et puis pour YouTube, vous aurez le lien dans la description, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, il y est tout le temps. Et maintenant que vous avez un peu vomi, vous prenez vraiment de quoi éviter ce genre de problème. Hein. Mais, prochaine petite information. On a eu une nomination à un poste de préfet. Une Aurore Berger de Wish. S'est nommé préfet délégué pour l'égalité des chances. Quelle légitimité a-t-elle pour ce poste? Pour poursuivre la lecture. Juillet 2020, tribune d'Olivia Girousse à propos des accusations de viol qui pesaient sur Darmanin. Comment cautionner la dérive du féminisme actuel qui condamne sans que la justice se soit prononcée? Ou pire, la justice s'est déjà prononcée plusieurs reprises par des classements sans suite ou de non-lieu dans le cas de Gérald Darmanin. Voilà. On se demande pourquoi elle est préfète. Et pourquoi je dis une Aurore Berger de Wish? Ben parce qu'elle a fait un peu la même chose qu'elle. Déjà, elle était chez les Républicains, mais c'est légèrement fait dégager parce que... Je n'aime pas qu'on lui rappelle son parcours politique
politique et sa capacité à toujours essayer de prendre le sens du vent. Du coup, je vais repartager cette vidéo qui m'a fallu d'être bloquée. En 2016, elle s'était faite virer par Sarkozy après ses multiples bourdes. Elle avait ensuite essayé de rejoindre Juppé, alors favori des sondages. Comme Aurore Berger. Enfin non, elle avait commencé par Pécresse. Attends, c'était Pécresse ou c'était... Bah, elle avait commencé par quelqu'un d'autre, Berger, mais elle avait rejoint Juppé ensuite. Puis Fillon quand il avait remporté la primaire de droite. Un peu comme Aurore Berger, mais elle s'est vite barrée pour aller rejoindre la Macronie. Une Aurore Berger de Wish. Tout s'explique. Et pourquoi de Wish? Parce que, oui, toujours, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Mais donc pourquoi de Wish? Parce que Aurore Berger, elle est actuellement chef de file des députés du gang Renaissance à l'Assemblée de la Honte nationale, alors que Lydia Girousse, elle est juste préfète. C'est pas le même niveau quand même. Hein. Ensuite, en fait, on parle d'Aurore Berger. La Macronie fait de la Macronie. Vous vous souvenez de mon fil où je disais que c'était une erreur d'instrumentaliser le règlement de l'Assemblée nationale pour sanctionner Thomas Portes parce que ça ouvrait une justice parallèle pour les parlementaires. Ça y est, la boîte de Pandore est ouverte. Aurore Berger et les deux autres traîtres, enfin, c'est pas des traîtres, mais quasiment. Donc les deux autres chefs de file des députés pro-Macron à l'Assemblée nationale ont fait un appel pour sanctionner les députés LFI qui sont allés à la manifestation d'Assad Traoré. Alors j'aime pas vraiment ce collectif pour plein de raisons que je détaillerai peut-être un jour, mais arriver et dire oui, on va les sanctionner parce qu'ils sont allés là-bas, bah ouais, mais en fait, vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir participé à une manifestation interdite. Arriver et dire dans une manifestation tout le monde déteste la police ou autre, quand vous êtes un député LFI, je trouve que c'est cohérent avec l'intitulé d'être LFI et anti-police. Pas que je valide le truc ou que je critique, je trouve que c'est cohérent. Et après, ce qui est beaucoup moins cohérent, c'est de se dire oui, non, mais en fait, on est toujours dans la République, on est toujours dans le truc. Et comme j'avais dit la dernière fois, non, assumer de ne pas être dans l'idée de la 5ème République et de dire qu'il y a des révoltes qui sont légitimes. Et donc, de dire on est pour la République, pour la démocratie, mais pas pour la vôtre. Je validerais le truc, ce serait cohérent, en plus, ça donnerait une véritable idée. C'est-à-dire, voilà, votre République, on ne la considère pas comme démocratique, on ne la considère pas comme légitime, bref, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas moi qui vais leur faire des cours de communication, je pourrais, mais j'ai la flemme, et puis je suis pas engagé pour ça, surtout qu'ils ont déjà des gens qui peuvent les aider, je pense à certaines personnes, mais ils pourraient arriver et dire non, mais en fait, on est républicain, mais ce que vous avez fait de la République, on ne s'y reconnaît pas dedans. Et on va continuer à faire porter notre voix, on veut aller dans cette direction-là, mais votre conception de la République, si vous nous en excluez, nous, on est élus. Par contre, que vous ne nous considériez pas comme républicains, on ne veut pas être dans la même République que vous si vous faites n'importe quoi. Ils peuvent se bricoler un truc, se faire un atelier là-dessus. Allez-y, amusez-vous, vous êtes dans LFI. C'est pas comme si vous étiez crédible actuellement. Et au moins, ça rendrait un peu de polish, ouais, c'est ça. Soyez factieux, psychopathe, mais au moins ça rendrait bien, ce serait cohérent, ça redonnerait un peu de blason à la gauche. Au moins elle s'assume, quoi. Et ouais, non, là, les parlementaires vont prendre vont se faire taper sur les doigts parce que ils ont participé
à un rassemblement non autorisé. N'importe quelle personne, enfin toute personne qui participe à un rassemblement non autorisé ne peut pas être critiquée, ne peut pas être sanctionnée. Par contre, eux qui sont à l'Assemblée nationale, ils vont être sanctionnés. Effectivement, justice à deux vitesses, juste pour les parlementaires. La gauche est morte renversée par un chauffeur ventripotent en scooter il y a 7 ans. Ah bon, je pensais que c'était déjà Mitterrand qui s'était occupé d'enterrer la gauche. Mais on en parlera de Mitterrand un jour, promis. Je sais que ça va te plaire. Ah. Mais c'est con, vu que tu vas te barrer, tu vas louper... Ouais, c'est ça. Mais vu que tu vas te barrer, tu vas louper un truc drôle, Darmanin qui s'attirait les foudres des policiers. Promis, on n'en a pas pour longtemps pour finir le truc. Darmanin qui qui s'attirait les foudres des policiers parce que il a dit, mais ça date un peu cette vidéo au 9 juillet. Oui, j'ai été obligé d'aller chercher loin depuis la dernière émission. Parce qu'il a sous-entendu en fait que son ministère a été rempli de mecs qui étaient bas du front et qui étaient sélectionnés à 7 sur 20. Et donc que c'était compliqué pour faire appliquer correctement la loi, tout ça. Oui, la vidéo où il les traite de débiles. Quelle idée, là, con. Et donc, résultat, ceux qui correspondent à la description, bah, ils vont pas partir. Par contre, ceux qui correspondent pas à la description, qui le prennent mal, ah bah, c'est peut-être ceux qui font le mieux le boulot. Et donc, résultat, qui vont se barrer. Et donc, résultat, ça va faire que la police, les forces de l'ordre seront encore plus... Enfin, la situation va encore plus s'aggraver avec les forces de l'ordre. Il restera que les bas du front, peut-être. Je dis ça, je dis rien. Une affaire dont on va reparler, ouais, je vais vite comme ça, ce psychopathe, je peux te laisser partir. Une affaire dont on va reparler. Pôle emploi va nourrir les proches de Macron. Voilà, après l'affaire Kohler, l'affaire Ferracci. Ou, comment dire. En termes juridiques, on devrait appeler ça un conflit d'intérêts. En France, en 2023, on appelle ça le gouvernement. Dans d'autres temps, il y aurait eu des couples Louis XVI qui seraient en place de grève ou un plombage des gencives à la maréchale Ney. Les bonnes habitudes se perdent vraiment beaucoup trop en France. Autre affaire qui va demander un traitement un peu plus grand, les finances publiques utilisées n'importe comment. Voilà, donc le conflit d'intérêts. Là, le reconflit d'intérêts, on rappelle que les équipes des cabinets de conseil ont fait gratuitement la campagne de Macron en 2017. Ils étaient bénévoles. Ils étaient payés par les cabinets de conseil pour être bénévoles, McKinsey et autres. Dernière affaire que j'aurais bien mis ailleurs, mais que voilà, ça atterrit ici. Ah merde, il apparaît plus. C'est terrible. Bon, c'était une affaire comme quoi il y a un mec qui a été... Ouais, ça a planté, je suis déçu. Mais donc c'était une affaire, un mec qui s'est fait arrêter à Tournon pour avoir dit à Olivier Dussopt que c'était un pourri ou un mec qui sabotait les services publics, bref, que du normal. Hein. Et c'est illégal de dire ces quatre vérités à un ministre de Choupinou Ier. On dirait qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. C'est sur cette citation de Shakespeare que je vais vous laisser, comme d'habitude. Si ce programme vous a plu, vous n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Invitez vos amis à rejoindre la faction. Maintenant, on a des magnifiques logos. M'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler. Partager les rediffs des épisodes. Et puis, je vous retrouve jeudi pour ce qui sera probablement le dernier live de juillet. Parce qu'après, je suis très occupé. D'ici là, prenez soin de vous. Et soyez factieux. Ciao!